Si je vous parle accompagnement numérique, je pense que forcément vous allez imaginer un médiateur qui peut éprouver des difficultés seulement en lien avec le niveau de compétence de la personne accompagnée. Donc c'est ce qui revient le plus souvent, sauf qu'en réalité un médiateur en fait il peut rencontrer d'autres difficultés. On va d'ailleurs en aborder une aujourd'hui, c'est celle liée à la communication entre le médiateur et la personne qui accompagne. Quand on parle de médiateur là, c'est pas seulement médiateur numérique, conseiller numérique, mais ce sont bien les accompagnants du coup. Donc on va aborder ces problèmes liés à la communication, on va parler de problématiques linguistiques et d'accompagnement numérique. Bonjour à toutes, moi c'est Maëva Permalnaïk, je suis doctorante à l'Université de La Réunion au sein du laboratoire LCF. Je travaille actuellement sur une thèse qui porte sur l'accessibilité des justiciables créolophones au système judiciaire réunionnais. En résumé, je travaille sur les problèmes de compréhension dans les tribunaux. Bonjour tout le monde, Jacqueline Dijoux. Alors moi c'est un professeur de français à la base, créole après, presque par obligation, parce qu'on ne peut pas enseigner le français à La Réunion sans connaître comment il fonctionne le créole. Et donc là, on est à l'université et on dirige un petit institut qui s'appelle l'Institut de l'illettrisme et des langues de l'océan Indien, avec une entrée donc franchement linguistique et culturelle. Et je travaille avec des étudiants un petit peu en difficulté. Et donc on a mis en place un outil numérique que je présente aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Bruno Verne, je fais partie de l'association Bosca, avec mon collègue Didier. Nous sommes dans le quartier du Gaulle. Le quartier du Gaulle à Saint-Louis, c'est 6 000 personnes, un quartier où, on va dire, une zone blanche. Une zone blanche depuis très longtemps, où on a pu amener des services à la population, chose qui est une primeur. Et on a énormément de personnes qui sont touchées par l'illettrisme, l'électronisme ensuite. Et on a aussi beaucoup de personnes d'origine étrangère qui peuvent avoir des difficultés dans les domaines administratifs. Bonjour, donc Didier Fichi de l'association Bosca. On va déjà un petit concernant l'institution. Juste pour rajouter, on est situé dans un quartier où il y a quand même une forte densité de la population mahoraise et comorienne. Et tout, la problématique d'aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a souhaité y participer, parce qu'on rencontre énormément de difficultés concernant le langage avec les usagers. Bonjour à toutes et à tous. Je suis consultant formateur en inclusion et en médiation numérique. Ça fait une petite vingtaine d'années que je travaille, que j'accompagne ces problématiques-là. Et j'ai été précédemment chargé de projet numérique pour un centre ressources illettrisme et analphabétisme en métropole. Et je suis entré dans la médiation numérique par la linguistique, en fait, par les problématiques linguistiques. Et notamment, j'ai travaillé pendant 11 ans avec des publics qui sont, qu'on appelle gens du voyage, mais qui sont des publics des groupes culturels manouches, gitans, yénichois principalement. Et donc, voilà, j'ai appris avec eux. Donc là, on voit bien que l'inclusion numérique, c'est l'affaire de tous. Donc cette thématique, elle a forcément sa place dans ce NEC 974. Donc pour mieux comprendre comment les diversités linguistiques, elles peuvent compliquer un accompagnement numérique, Maëva Permalnaïk, en fait, elle va nous parler de l'accompagnement numérique dans le contexte plurilingue réunionnais. En 2018, une personne sur 4 en difficulté avec le numérique était à cause de l'insuffisance de ses compétences en langue française. Ce constat stupéfiant met en lumière l'importance des compétences linguistiques dans l'accessibilité au numérique. Ce sont des problématiques qui sont présentes à La Réunion, puisqu'ici nous avons un territoire qui se caractérise par une situation de plurilinguisme, mais aussi par des personnes allophones. Il s'agira à travers cette brève présentation de s'interroger sur l'accompagnement numérique dans ce contexte plurilingue réunionnais. Cette réflexion s'articulera autour de 2 parties. D'abord, une description du contexte sociolinguistique réunionnais
Ensuite, un constat des problématiques existantes dans cet accompagnement. Première partie, donc, comme je l'ai dit, nous avons ici une situation de plurilinguisme. Cela signifie que plusieurs langues coexistent, qui est la langue officielle, institutionnelle, qui est utilisée pour les démarches administratives, et le créole, qui est la langue régionale parlée par la majorité de la population. À côté de celle-ci, d'autres langues de l'océan Indien sont parlées, comme le mauricien, le créole mauricien, le malgache ou les langues des Comores et de Mayotte. Les locuteurs de ces langues sont souvent en situation d'allophonie, c'est-à-dire que ces personnes ont une langue maternelle autre que la langue officielle, une langue maternelle autre que le français. Quant aux locuteurs créolophones, même s'ils sont français, et même si leur langue maternelle est proche de la langue française, elles peuvent avoir des compétences limitées en langue française. Il faut savoir que certains créolophones ne maîtrisent pas la langue française. Certains créolophones ne comprennent pas le langage formel qui est utilisé dans les démarches administratives. Et il y a aussi une partie importante de la population qui est en situation d'illettrisme. Lorsque ce public se retrouve face aux démarches administratives, on peut dire qu'elles sont en situation d'insécurité linguistique. C'est-à-dire que ces personnes vont ressentir de l'inconfort, de l'insécurité et parfois même du stress face à ces démarches, face à ce langage formel qu'ils ne comprennent pas. Avec ce langage formel s'ajoute aussi le langage du numérique. On le sait, le langage numérique utilise des termes techniques, un langage spécifique, comme par exemple téléverser un document, télécharger une pièce jointe ou encore spam. Ce sont des termes techniques qui ne sont pas accessibles et pas compréhensibles par tout le monde. En linguistique, on parle de technolecte. Dans le cas du numérique, on va parler de technolecte numérique. Ensuite, à ce technolecte linguistique s'ajoute le langage administratif et parfois le langage juridique qui n'est parfois pas compréhensible, parfois pas accessible. Et tout cela peut compromettre l'accès au numérique. Tout cela peut contribuer à une certaine exclusion d'une certaine partie de la population. En plus, avec ces problématiques linguistiques, il y a des problématiques culturelles qui peuvent se manifester. Puisqu'il faut savoir qu'en fonction de la culture à laquelle on appartient, il est parfois difficile, voire délicat, de confier ses données personnelles ou confier ses démarches personnelles à un inconnu, à un médiateur, ou encore confier ses données personnelles à une machine que l'on ne sait pas utiliser. Je parle ici de l'ordinateur. Fort heureusement, il y a l'accompagnement numérique qui est possible et qui existe. Et cet accompagnement ne se fait pas sans difficulté, et c'est ce que je vais aborder dans la deuxième partie. Alors, le constat que je vais faire s'appuie sur des observations que j'ai pu faire lors d'un stage au sein d'un espace de médiation numérique. Et il s'appuie aussi sur les éléments qui ont été développés lors de l'atelier NEC 974-2022 auquel j'ai participé l'année dernière et qui concernait le développement d'outils pays d'inclusion numérique à l'usage des médiateurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de traduction un mot créole pour traduire un mot français, un mot compliqué, mais c'est plutôt des explications avec des termes plus simples ou alors des explications en langue créole. Par exemple, le mot quotient a été traduit par la quantité ou gain. Ou encore, un exemple que j'ai pu observer lors d'un cours d'initiation numérique, la médiatrice, lors de son cours, disait « Votre boîte mail, c'est comme votre boîte aux lettres. Un boîte tout ça, tu peux recevoir votre courrier que les envoyer sur Internet. Le mail, c'est le courrier, le lettre ou le message que tu reçois. » Un autre exemple, cet appel spam, c'est comme mauvais herbe que tu n'aimes pas là, c'est l'arnaque ou la pub. Il dit ça aussi, courrier indésirable. Au fil de cette démarche que nous inscrivons, je vais passer les diapos. Donc, un projet qui s'appelle Médiation numérique et linguistique. Mais comment, quelle place on est parti de ce postulat, quelle place pour la médiation linguistique dans la médiation numérique? On est parti de cette question dans le cadre d'un projet de recherche-action, donc avec un consortium qui est composé du réseau national PIMS Médiation, également FAN Le Lab,
PIMS Médiation, un réseau en métropole de lieux qui pratiquent la médiation sociale numérique, et Fab Lab, dont l'objet est donc une structure qui est en Seine-Saint-Denis, du côté de Paris, et puis en Auvergne également, une antenne en milieu très rural, en Loire, et qui travaille sur la médiation culturelle. Et puis pour ma part, donc l'activité que j'ai qui est indépendante, qui est la COPNU, où je propose la formation ingénierie et conseil. C'est un projet qui a été lauréat de l'AMI, appel à manifestation d'intérêt de l'ANCT et du programme Société numérique. Et donc, cette AMI, c'était l'AMI outiller la médiation numérique. On est donc parti sur un volet de recherche pour produire des outils et de l'outillage à destination principalement des médiateurs numériques et des acteurs de la médiation numérique, c'est numérique, etc., mais aussi qui puissent bénéficier aux acteurs de l'accompagnement linguistique. Bien souvent, puisque moi je forme depuis 2009 à la fois des acteurs de la médiation numérique, des aidants, mais aussi des acteurs de l'accompagnement linguistique, que ce soit sur de l'analphabétisme, français langue étrangère ou l'illettrisme, et bien souvent on a des silos où les formateurs linguistiques ou formatrices me disent mais moi le numérique je ne sais pas trop, moi en fait je suis sur la linguistique, et puis réciproquement les acteurs de la médiation numérique qui sont sur le numérique mais qui disent problématique linguistique on ne connaît pas trop, on ne sait pas trop comment faire. Voilà, donc on a investi cette zone. Alors rappel pour les uns et peut-être illustration pour les autres. Important de distinguer les problématiques et les typologies. Analphabétisme pour des personnes qui n'ont jamais été scolarisées. Français langue étrangère pour des publics qui ont déjà été scolarisés mais dans une autre langue que le français. Illettrisme pour des personnes scolarisées en France mais qui n'ont pas acquis une maîtrise suffisante des compétences de base. On parle donc de maîtrise de la langue pour un alphabétisme français langue étrangère et de maîtrise des savoirs de base pour l'illettrisme. Et puis l'électronisme, définition la Larousse 2020, état d'une personne qui ne maîtrise pas les compétences nécessaires à l'utilisation et à la création de ressources numériques. Bon, excusez, je vais vite pour le timing, mais ce que l'on remarque dans ces quatre typologies, c'est qu'on entre par le manque. Oui, Zoraï a posé les définitions et les problématiques par le manque. Manque de maîtrise, manque de compétences, analphabétisme, électronisme, etc., illettrisme, c'est le privatif, c'est voilà, ce qui manque. Et donc, c'est quand même sacrément problématique que de nommer les problématiques de fragilité par le manque. Quand on sait que pour s'inscrire dans un apprentissage, la confiance en soi est indispensable et nécessaire, toute personne qui serait insécurisée s'interdira un apprentissage. Or, c'est sacrément stigmatisant, ne serait-ce que les mots par lesquels on nomme les problématiques. La recherche-action que l'on a conduit, donc, voilà, sur la méthodologie, je vais vite, je vous laisserai les documents. Plusieurs enseignements. Le premier, le vocabulaire est souvent, dans le cadre de l'accompagnement numérique, un non-sujet. Une absence de prise en compte du vocabulaire comme un enjeu d'apprentissage. Alors, absence ou méconnaissance, on ne sait pas trop par quel bout le prendre, alors que c'est un frein important à la montée en compétences. Deuxième enseignement, des méthodes d'animation d'ateliers de médiation numérique que l'on peut interroger, notamment par trois enjeux qui sont compréhension, acquisition de compétences, autonomie, enjeu de non-maîtrise lexicale. Il y a un biais d'imitation introduit par la pédagogie, par le faire. En fait, souvent, on accompagne les publics, parfois en leur montrant des gestes et par la répétition, comme disait Jasmine, c'est essentiel. Pour autant, ça n'est pas suffisant. Reproduire n'est pas comprendre. De l'exploration de contenu à la structuration des connaissances, effectivement, le numérique est l'occasion idéale, rêvée, pour apprendre en faisant. C'est en marchant qu'on apprend à marcher, c'est en faisant du numérique qu'on apprend le numérique. Et par contre, une étape indispensable est celle de l'étayage théorique, mais qui ne doit pas être le point d'entrée, c'est le point de sortie. On part des publics, ils explorent et on structure. Être acteur de ces apprentissages, dépasser l'urgence,
Et oui, on sait bien, les démarches administratives ont pris beaucoup de place. Pour autant, ça n'est pas par l'urgence qui revient sans arrêt que l'on découvre le plaisir d'apprendre le numérique et avec le numérique. Et donc, il est important de remettre les publics au centre de leurs apprentissages. Je ne vais pas leur apprendre le numérique, mais je peux créer le contexte dans lequel ils apprennent le numérique. Troisième point, confusion entre maîtrise du geste et maîtrise du numérique, je l'ai évoqué précédemment. C'est souvent pour les participants, donc les publics en fragilité linguistique, une difficulté pour eux à raconter, à dire le numérique. On va beaucoup sur la pratique, les gestes, etc. Mais en fait, c'est important de pouvoir dire le numérique et s'approprier le numérique par la langue. La maîtrise du geste, elle n'implique pas forcément cette maîtrise de l'outil, du savoir-faire. La culture numérique est donc un socle aussi que l'on remarque manquant dans le sens où, ce double constat, il y a une méconnaissance d'une culture numérique au sens large, mais fort intérêt des participants pour l'acquérir, et une culture numérique, une compétence à partager sur laquelle s'appuyer, c'est-à-dire au-delà du geste et des compétences, notamment manipulatoires, il y a plus largement ce bain de culture qui pourrait permettre, au-delà des urgences administratives et de leur accompagnement essentiel, mais de pouvoir découvrir les capacités, les possibilités offertes par le numérique pour développer un sentiment d'usage positif. Ce n'est pas la CAF ou les impôts qui vont nous permettre de développer ça, mais c'est peut-être savoir voilà, découvrir la flore, etc., que sais-je, d'autres centres d'intérêt. Et donc on a produit des outils, notamment un module de sensibilisation en ligne, sur toutes ces problématiques qui sont à destination des publics, des pouvoirs publics, des professionnels de la linguistique et de la médiation numérique, module qui sera bientôt proposé en ligne. Un outil qui s'appelle La Toile, outil collectif. Annabelle a pu le tester au NEC national à Bordeaux. Cet outil, je m'attarde un petit peu sur lui, c'est un outil, donc tout ça en open source, en libre, on vous mettra à disposition. Ça fonctionne un peu comme une carte mentale. Au centre, et on part du public, quel mot vous interroge, quel mot vous avez entendu qui vous pose problème, voilà, un mot du numérique qui vous pose problème, par exemple moteur de recherche. Et donc là, on a différentes bulles qui sont avec les publics, en partant des publics, de diversifier les portes d'entrée dans la linguistique. Si je prends ici, voilà ce qui est en violet, un antonyme, un mot, ce que le mot n'est pas, donc le contraire. C'est quoi le contraire du moteur de recherche? Ici en vert, un autre mot qui nous fait penser à ce même mot, un synonyme. Et puis, ici, un exemple du quotidien pour expliquer ce mot, une contextualisation du mot. Et puis, un dessin ou un symbole qui représente le mot. Et donc là, entré par l'image. Un mot dans une autre langue. Ce qui légitime aussi partir de là où en sont les publics. Légitimer la culture et la culture de la personne que l'on accompagne. Désolée Stéphane, je dois prendre mon rôle de... Oui, allô? Oui, je dois juste t'alerter sur le temps restant. Oui, je ferai attention au temps d'avance. Voilà. Des outils, ici sur des fiches vocabulaire illustrées, des jeux de mémorisation, et puis une démarche qui est celle-ci. Le mot pour dire le numérique, le dire pour le penser pour le comprendre, et le comprendre pour le reproduire. C'est un petit peu le fil conducteur de l'utilisation de ces outils. Ici, on le diffusera en décembre. Vous pourrez, je passerai le lien à Annabelle et à Sonia Mouru, pour que vous puissiez être informés si vous le souhaitez, et qu'on vous partage les outils qui seront libres. Vous pourrez bien évidemment les utiliser. Et j'en terminerai un petit clin d'œil. Voilà, au-delà des luttes contre l'illettrisme, l'électronisme, un clin d'œil à Michel Latschumann notamment. Balayons toutes les luttes contre et parlons plutôt d'accompagnement en littératie. Oh, bonjour, donc chez nous c'est un petit peu différent, parce qu'en fait on est dans un quartier où on a l'avantage d'avoir beaucoup de monde d'origine comore, mahoraise. Pour ce monde-là, on a toujours quelqu'un dans la salle qui nous sert de traducteur si on est embêté.
Donc on arrive par... faut imaginer quand même qu'on a un local dans une cité dans un quartier où il n'y a jamais rien eu. Et la primeur, c'est qu'on leur apporte les services à disposition, on essaie de le faire bien. Donc on donne un coup d'y reviens-y. Et en réalité, on a toujours du monde, puisqu'on a un effet un peu comme un cybercafé, où les gens ont des ordinateurs à disposition. Et ça arrive très souvent que sur des problématiques de compréhension, on a toujours une tierce personne pour nous aider. Donc on va dire que pour l'instant, on n'aborde pas la problématique de la même manière que nos collègues. Vous avez la chance d'avoir des traducteurs dans vos équipes. C'est ça. Après, la deuxième chose, c'est que on aborde des procédures souvent préfectorales avec eux, donc on les revoit plusieurs fois. Et on voit qu'ils se détendent au fur et à mesure et qu'à la fin, quand ils sont vraiment détendus, là on commence un autre travail. Après la carte de séjour ou le visa ou autre, c'est le parcours. Et là, on va servir d'aiguilleur. On va les renvoyer sur des parcours comme la REP ou voir Pôle emploi. Et derrière, souvent, ils viennent faire les exercices chez nous. Donc, quelque part, ils sont toujours entretenus par quelqu'un qui va les débloquer. Et ça aide beaucoup, en fait. Voilà. Une question peut-être pour Didier, qui a suivi la formation conseiller numérique France Service. Est-ce que, selon toi, cette formation t'a donné les armes nécessaires pour commencer ta mission? Par exemple, pour la partie culturelle et linguistique, est-ce que c'était abordé en formation, vu qu'on a vu dans la première partie qu'il y avait cette question de plusieurs médiateurs? Bonjour. Effectivement, la formation de conseiller numérique qu'on a suivie, ça a beaucoup aidé pour la prise de poste. Après, la question de la culture de la langue n'a pas été abordée forcément en formation. On s'adapte sur le terrain. Donc, comme disait Bruno, nous, la chose qu'on a, c'est d'avoir la population qui est là souvent et qui sert d'interprète. Mais également, la chose qu'on a, c'est que nos dirigeants sont également d'origine mahoraise et comorienne. Et des fois, c'est eux qui servent d'interprète. Mais bon, ça ne résout pas le problème. On va dire que c'est un pansement. Donc, c'est à nous de trouver d'autres solutions, d'alternatives pour la suite, pour pouvoir comprendre l'usager dans sa démarche et arriver à répondre à son problème par nous-mêmes sans avoir forcément un interlocuteur à chaque fois. On va prendre les questions de la salle ou les remarques. Ilias Armando-Samy, je suis récemment conseillère numérique depuis l'année dernière et dans Connect. En fait, je suis aussi animatrice. Voilà, donc moi j'ai été certifiée par la Réunion, parce que l'association où je travaille, le collectif FIABONF, faisait partie du dispositif des casaliers. Ce qui veut dire que dans certaines associations, il y a des animatrices qui ont des compétences en illettrisme, en FLE, et aussi tout ce qui est alphabétisme, allophone. Donc ce qui veut dire que ces personnes-là, elles continuent à utiliser ces compétences tout en étant conseillées. Donc je veux dire, après, peut-être qu'ils ne le disent pas haut et fort. Hein. Alors après, concernant Madame Jasmine Difou, pour les ateliers que nous on menait, pour justement ramener ce public vers le français, on faisait des ateliers ludiques sur le thème de la réunion, de la cuisine, ce qui faisait que ça les intéressait et c'est là que ça les incitait à mieux parler français. Après, bon, pour... Est-ce qu'il n'est pas envisageable à terme pour les structures qui n'auraient pas la chance, comme les équipes Bosca, Google, d'avoir des usagers capables de passer des traductions? Est-ce qu'il n'y aurait pas justement, ce serait pas intéressant d'avoir, je sais pas, au niveau, je sais pas, l'université, ou peut-être de Solidarnoum, ou je sais pas, du personnel qui serait habilité, qu'on pourrait appeler éventuellement pour une démarche ou un truc comme ça lorsqu'on est dans ce type de situation? Alors, je peux peut-être répondre pour les conseillers numériques. Il y a des conseillers qui travaillent sur leur propre support, qui sont peut-être traduits, et vous avez la base que vous pouvez utiliser pour partager vos supports. Donc ça peut peut-être être un petit coup de pouce sur certains supports, peut-être juste faire son actualisation Pôle emploi avec les mots traduits, peut-être que ça pourrait être une solution. Donc ça revient au même, il faut consolider un petit peu le réseau et c'est le partage d'informations en fait qui sera important et qui va marcher, je pense, dans ce cas-là. Je sais pas si...
Oui, effectivement, sur les terrains, il y a énormément de gens qui font des choses. Et je trouve que on ne sait pas. Alors que tout le monde dans son petit coin fait des choses extraordinaires. Et en fait, nous, à l'université, ce qu'on a fait, c'est qu'on va vers la professionnalisation de ces gens-là. À un moment, on se regroupe. S'il y a de la demande, on met en place une formation, on valide, il y a des compétences, on valide une certification ou un diplôme, on met en place une plateforme et du coup, tout le monde a accès à ça. Et je crois que les meilleurs, monsieur, vous parlez de quelqu'un à appeler, mais la meilleure personne à appeler, c'est vous-même, parce que vous avez été formé et que vous avez votre réseau, et un réseau professionnel. Je crois que maintenant, il est temps de passer à ce réseau professionnel, puisqu'on a de la matière. Depuis des années en éducation populaire, il y a énormément de choses. Chaque fois que je rencontre des gens sur le terrain, ils disent « Moi, il fait ça, moi, il fait ça, et il marche, et il marche. » Eh bien oui, mais à chaque fois, le nouveau il arrive, là, on commence à zéro. Est-ce qu'on n'aurait pas comme un petit référentiel qui dit « voilà c'est quoi l'objectif, et voilà comment on nous fait, que ça nous l'a fait, et que ça, où on peut faire. » Voilà. Je suis désolée, on a déjà terminé, mais je prends l'initiative de prendre encore 2 questions, mais très rapides, pour pas que je me fasse taper dessus. Alors c'était plus une remarque, donc je rejoins Madame Dijoux pour cette partie-là, parce qu'effectivement, je pense que les médiateurs d'aujourd'hui et de demain, en fait, ont déjà les compétences linguistiques, mais peut-être travailler sur les fiches de poste en précisant ces langues dont on a besoin et en valorisant en fait les futurs candidats. Donc aujourd'hui, moi j'ai des étudiants en licence de sciences sociales, donc ils seront amenés à travailler dans l'accompagnement et qui ont ces compétences. Et avec eux, je vois que finalement, ils n'ont même pas conscience de leurs compétences linguistiques. Alors je leur dis, valorisez ces compétences. Donc il faudrait peut-être travailler aussi sur les formes de poste et sur ces descriptifs-là aussi.